Chapitre 2. Le corps et l'esprit. La vie est une école. Nous sommes entrés en classe à notre naissance et jusqu'au jour où nous rendons nos mémoires, nous sommes là pour apprendre. Pendant cet apprentissage, nous sommes confrontés à des moments qui nous réjouissent et d'autres qui nous font souffrir. Est-ce que la vie nous féliciterait et nous gronderait comme un professeur qui a cœur que ses élèves progressent? Quand nous souffrons, nous pensons que la vie nous punit. La formule populaire ne dit-elle pas « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela ?» Les événements douloureux ne sont ni des sanctions, ni des malédictions. La vie nous indique seulement que la voie empruntée n'est pas la bonne. Il faut changer. C'est l'expérience nécessaire pour apprendre à faire autrement. Quand ça va mal, nous sommes obligés de trouver des solutions nouvelles. L'inconfort et le malaise sont source d'innovation. Sans innovation, il n'y a pas de vie. Quand nous sommes heureux et en bonne santé, on se croit programmé pour le bonheur. Ce qui d'ailleurs est un peu vrai. Si on pousse d'un petit cran, on va même penser que la vie nous récompense. Les événements heureux ne récompensent personne. Ce ne sont que des signes, des pancartes. Ils nous indiquent le chemin de la continuité. Il faut poursuivre et répéter. Sans répétition, il n'y a pas d'apprentissage. Et sans maintien de l'acquis, il n'y a pas de vie. La vie est une succession d'innovations et de répétitions. Les événements qui la jalonnent sont des expériences pour évoluer. Répéter les leçons apprises, retenir ce qui va bien et faire autrement quand on s'est trompé sont indispensables pour progresser. C'est d'ailleurs ce que disent des enseignants depuis des millénaires. Pour arriver à la connaissance, il faut apprendre, expérimenter, garder en mémoire, essayer de nouvelles choses, ne pas s'entêter quand cela ne marche pas et surtout recommencer quand on a réussi. La vie est une immense salle de travaux pratiques. Nous y sommes les élèves. Comme à l'école, nous avons des épreuves à passer. Les épreuves de l'école de la vie. Nous allons nous concentrer sur les moments difficiles. Ce sont eux qui ont le plus besoin d'être éclairés. Les moments douloureux de notre apprentissage sont de deux grands types. Les désordres du corps. Les désordres du corps vont des petits ennuis de santé aux grandes maladies. Notre avancée est retardée ou momentanément bloquée. Les désordres de l'esprit. Les désordres de l'esprit passent parfois inaperçus, mais nous gênent tout autant. Ils empoisonnent notre quotidien et très souvent notre entourage. Ils vont du simple mal dans sa peau au pétage de plomb généralisé. Dans tous les cas, il est difficile de poursuivre notre route. Qu'y a-t-il derrière nos misères d'aujourd'hui? Vraisemblablement, un programme de protection mis en place hier. Depuis notre naissance, notre corps n'a qu'un objectif, nous faire survivre à n'importe quel prix. Il a très tôt, avec l'aide de la partie inconsciente de notre esprit, mis en place des solutions pour nous empêcher de trop souffrir. On peut lire certains comportements gênants comme des programmes de protection face à la souffrance. Leur présence évite quelque chose de pire. On peut par exemple voir comme utile de s'être mis à fumer, à abuser du sucre, etc. Si nous ne l'avions pas fait, nous aurions peut-être été confrontés à une plus grande angoisse. On peut lire certains troubles corporels comme des signaux d'alarme pour se soigner
avant qu'une plus grande souffrance ne s'installe. Ces programmes de protection ont leur raison d'être. Ils nous ont permis de continuer à vivre, quelles que soient les circonstances. Cela a fonctionné puisque nous sommes toujours vivants. Avec le temps, nous avons évolué, nous avons de nouveaux besoins et de nouvelles forces. Nous sommes plus solides pour affronter certaines difficultés. Les anciennes solutions ne sont plus nécessaires, elles sont devenues gênantes. On voudrait s'en débarrasser. On sait même parfois comment, mais on n'arrive pas à le faire. On a beau essayer, à grands ou petits coups de courage, ça ne fonctionne pas. Être conscient du problème ne suffit pas. On ne déloge pas si facilement une équipe installée depuis longtemps. Un équilibre est en place, il est bancal, mais il existe. Il résiste au changement. Les programmes de protection sont passés en mode automatique. Notre volonté a peu d'effet. Quelque chose bute malgré nous et nous empêche de changer. Comment fait-on, en général, pour résoudre nos difficultés? Regardez le passé. Analyser notre passé, dénouer les fils de notre histoire, amène de la clarté dans la situation. C'est extrêmement utile, voire parfois indispensable. On découvre que l'on a subi des choses pénibles et que l'on a beaucoup souffert. Il n'est cependant pas positif de prolonger cette phase. N'avoir à l'esprit que les moments douloureux continue à nous faire couler le même breuvage aigre dans le corps et l'esprit. En vouloir perpétuellement aux événements, au monde et aux autres, nous met dans la position d'une victime qui attend réparation. Regardez le présent et l'avenir. Cette attitude se base sur le principe que le passé est révolu. Seul le présent est à notre main. Cela a le mérite d'être positif. Si nous l'adoptons sans réserve, nous prenons le risque de nier que nous sommes le produit de notre histoire. Nous avons souffert, mais en même temps gagné des forces. Refuser de regarder en arrière nous coupe de nos richesses. C'est une façon de nier notre globalité. Cela nous interdit de mobiliser nos ressources pour en sortir tout seuls. Nous avons fait au mieux avec les outils que nous avions. Félicitons-nous. L'attitude gagnante. Pour profiter de tous nos atouts, acceptons ce que nous sommes aujourd'hui. La souffrance inscrite dans notre mémoire et dans notre corps est présente. Essayer de la nier par peur de la réveiller ne l'éteint pas. Le reconnaître la met juste à sa place. Voyons nos blessures passer comme des victoires. Soyons fiers d'avoir survécu aux difficultés de la vie. Comportons-nous comme des guerriers qui rentrent du combat auréolés de gloire. Nos cicatrices sont nos médailles. Notre passé nous fait grandir si nous acceptons d'en prendre les leçons. Face aux épreuves de la vie, nous avons, comme à l'école, des maîtres pour nous aider. Les maîtres savent des choses encore inconnues de nous et ont fait des expériences avant nous. Les maîtres de l'école de la vie, qui sont-ils? À l'école, des professeurs font face à notre ignorance. Dans la vie, des médecins et des thérapeutes font face à notre souffrance. La situation n'est pas tout à fait la même, mais leurs actions peuvent se comparer. La mission des maîtres du soin est de nous aider. Ils se penchent sur nos misères avec bienveillance et compréhension. Cependant, notre système de soins est encore bien souvent basé sur le principe de la séparation entre le corps et l'esprit. Il y a d'un côté les maîtres du soin du corps et de l'autre les maîtres du soin de l'esprit. Tous ces maîtres nous sont utiles, voire dans certains cas indispensables. Mais comme les professeurs, chaque soignant se cantonne souvent à sa discipline.
les maîtres du soi du corps. Ils sont les héritiers des courants matérialistes et mécanistes du XIXe siècle qui ont forgé nos sciences actuelles. L'approche scientifique de ces maîtres permet d'observer le réel. On expérimente et on prouve par des méthodes rigoureuses. Le tangible et le quantifiable sont retenus, le reste est mis de côté. Le corps, dans sa dimension matérielle, est au centre. Il est considéré comme une sorte de machine. Il peut être analysé et réparé. Il suffit de comprendre ses règles de fonctionnement. L'esprit, dans sa dimension impalpable, n'a pas de place. Même si les choses ont beaucoup évolué, il y a encore beaucoup de maîtres du soi, du corps, pour qui tous nos dérèglements, qu'ils soient corporels ou mentaux, ont une cause physiologique ou génétique. Cette optique, tout corps, explique tous nos comportements comme le résultat d'échanges physico-chimiques dans notre organisme. Face à ce constat, nous avons deux options pour régler nos débordements. 1. Trouver leurs origines corporelles et les soigner en intervenant sur notre corps. 2. Tenter de vivre avec. L'option tout organique nous enchaîne à notre corps. Nous sommes soumis à notre nature biologique, c'est une fatalité. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. Les maîtres du soi de l'esprit, ils sont les héritiers des philosophies européennes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle qui ont placé la réflexion au-dessus de la sensation. Notre corps est notre partie animale, ce qui fait l'essence de la condition humaine et sa capacité de réflexion. C'est le fameux « je pense, donc je suis » de Descartes. Le senti est douteux, seul le penser a de la valeur. La conscience qu'a l'humain de sa vie le met au-dessus des autres espèces. Sa volonté est une valeur suprême. Même si les choses ont beaucoup évolué, la volonté est encore souvent jugée comme une ressource fondamentale, voire unique. Les animaux sont enchaînés à leur destin, les hommes ont une destinée. Ils peuvent infléchir le cours de leur vie. C'est par l'esprit que l'on peut changer. La hiérarchie est claire. L'esprit domine, le corps doit suivre. Il doit au mieux se plier à nos souhaits, au pire être dompté comme un animal sauvage. On peut tout changer, il suffit de vouloir. L'erreur à éviter. À l'école, un élève a tendance à se concentrer sur la partie de l'enseignement qui lui plaît le plus. Être attiré par les sciences est pertinent, mais négliger la philosophie entraîne la réflexion dans un seul sens. L'élève risque de voir la vie à travers un filtre unique, celui de sa préférence. Dans la vie, c'est pareil. Si pour soigner notre corps, nous n'utilisons que les médecines du corps, et que pour soigner notre esprit, nous n'utilisons que les médecines de l'esprit, nous nous arrêtons sur une posture de soi unilatérale et incomplète. Nous passons à côté de notre unité, nous n'utilisons qu'une seule partie de nous pour guérir. Nous prenons le risque d'être dans 1. L'impuissance. Suivre sans discernement les maîtres du soin du corps peut nous entraîner dans la dépendance. Partir de l'hypothèse que notre corps est notre unique outil pour guérir nous met dans une fâcheuse posture quand il est malade. Nous n'avons rien d'autre sur quoi nous appuyer, nous sommes à la merci d'un organisme qui nous domine. Penser que le genre humain est conditionné par sa nature biologique le met sous la dépendance des lois organiques. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, nous sommes soumis à notre nature et à la nature tout court. Nous avons peu d'autonomie. 2. La surpuissance. Suivre aveuglément les maîtres du soi de l'esprit peut nous entraîner dans l'aveuglement sur nos capacités. Partir de l'hypothèse que l'esprit peut tout. Penser
que le genre humain a la supériorité de l'esprit lui donne l'illusion qu'il peut tout soumettre à sa volonté. Il peut assujettir son propre organisme ainsi que tous les organismes qui l'entourent. Rien ne peut résister à l'homme s'il le décide et s'acharne pour l'obtenir. Nous sommes dans une position de surpuissance. Pour faire un programme de vie réussi, notre corps et notre esprit doivent fonctionner ensemble. Leur collaboration est indispensable pour que nous soyons bien portants. Les recherches actuelles en neurosciences, en physiologie et en psychologie nous en apportent les preuves. Des travaux récents sont venus au secours d'une position nouvelle et à la fois très ancienne. Le corps et l'esprit sont dans un mécanisme d'interaction constante et non hiérarchisable. L'esprit influence les réactions corporelles comme le corps guide nos comportements psychologiques. Il n'y a pas de séparation. L'humain est un ensemble corps-esprit indissociable. Il est illusoire de penser que l'on peut intervenir sur l'un sans déclencher la réaction de l'autre. Interaction esprit-corps. Les outils de l'imagerie cérébrale ont apporté des preuves que l'esprit peut modifier des sensations physiques et même arriver à renforcer ou à installer des connexions nerveuses. Une expérience intéressante sur la méditation et la douleur a été menée par le docteur Pierre Rainville, professeur au département de neurosciences à l'Université de Montréal et présentée en 2012 dans différents congrès médicaux. Le professeur Pierre Rainville a constitué 2 groupes d'étudiants. Le premier groupe, des personnes qui ont l'habitude de méditer. Ils ont plus de 1000 heures de méditation chacun. Le deuxième groupe, des personnes qui n'ont jamais médité. Le protocole expérimental est le suivant. Sous IRM et sans qu'aucun des sujets ne médite, leurs doigts sont trempés dans une eau très chaude. L'image de leur réaction cérébrale à la sensation chaleur est visualisée puis analysée. 2 tracés sont étudiés. Tracé 1, entrée du stimulus grande chaleur, quelle est l'image de l'entrée de l'information chaleur dans le cerveau. Tracé 2, réaction au stimulus grande chaleur, quelle est l'intensité de la douleur ressentie. Premier résultat, on voit sur l'image que l'information grande chaleur pénètre plus loin dans la zone cérébrale concernée des méditants que dans celle des non-méditants. Les non-méditants fermeraient plus l'entrée de l'information sensorielle que l'autre groupe. Conclusion, la pratique d'une activité de l'esprit comme la méditation ouvrirait, entre guillemets, les capacités de réceptivité du corps. Deuxième résultat, les méditants, entre guillemets, ressentent moins la douleur que l'autre groupe. On a pu d'ailleurs augmenter la température de l'eau sans qu'ils n'en souffrent. Conclusion, il semblerait que la pratique d'une activité de l'esprit, comme la méditation, abaisse le ressenti de la douleur. Troisième résultat, c'est le résultat le plus étonnant. On voit nettement sur les images que les zones cérébrales du groupe des méditants sont plus denses. Conclusion, une activité cérébrale du type méditation permettrait au cerveau de fabriquer des connexions nouvelles. En synthèse, cette expérience montre que l'on peut agir sur notre corps à partir de notre esprit. Nous sommes des êtres impossibles à séparer en deux. Nous allons maintenant montrer que cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Interaction corps-esprit. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les chercheurs américains de l'Institut HeartMath ont travaillé il y a une vingtaine d'années sur l'influence réciproque du cerveau et du cœur.
Ils ont éclairé et prouvé par des méthodes scientifiques des notions connues et mises en œuvre dans les arts martiaux depuis fort longtemps. On peut gérer ses émotions à partir d'une pratique corporelle. De leurs travaux est né ce formidable outil d'intégration corps-esprit qu'est la cohérence cardiaque. Ces deux contributions scientifiques montrent l'interdépendance de notre corps et de notre esprit. On ne peut pas séparer leur action. Intégrer les leçons et devenir son propre maître. Soucieux de notre évolution, les maîtres transmettent leur savoir et attendent que nous les digérions, entre guillemets. Ils ne peuvent pas faire à notre place ce travail d'absorption. C'est notre devoir d'élève. Les maîtres enseignent, les élèves intègrent. Ainsi, les médecins, les psychologues et tous les thérapeutes sont avant tout des guides. Ils s'occupent de notre santé, c'est leur rôle. Le nôtre est de prendre une part active dans notre guérison. Les soins sont dans leur camp, leur intégration dans le nôtre. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous sommes les seuls capables de faire la synthèse entre leurs actions. Pour filer plus loin la métaphore de l'école, nous pouvons ajouter que notre époque vit une mutation profonde des systèmes d'apprentissage. Dans le système ancien, on était face à des élèves qui n'avaient pas d'accès direct au savoir. Il leur fallait des maîtres savants pour transmettre des contenus précis. C'était le contexte des siècles passés avec ces outils d'enseignement adaptés. Lieux dédiés, cours, livres, travaux dirigés, etc. Les techniques modernes de transmission de l'information ont bouleversé ce schéma. Les élèves peuvent aujourd'hui, via Internet, trouver des informations sur tous les domaines. Ils sont face à un immense réservoir de données et de savoir disponibles mondialement. Le rôle des professeurs évolue. Leur valeur ajoutée réside de moins en moins sur leur exclusive connaissance. Un élève bien documenté peut en savoir plus qu'eux sur un domaine précis. Le pouvoir des maîtres se construit aujourd'hui sur d'autres bases. Il se bâtit sur leur capacité à accompagner leurs élèves à extraire les connaissances et à bien les utiliser. Leur nouveau rôle est d'aider les futurs adultes à développer leur esprit critique pour trier les données, prendre du recul, faire la synthèse de ce qu'ils découvrent par eux-mêmes. Ils deviennent des animateurs de savoir, des guides. Le but de ce livre, comme celui des nouveaux professeurs, est de vous donner des clés pour devenir votre propre maître en profitant mieux des savoirs des maîtres soignants pour faire fonctionner ensemble votre corps et votre esprit. Les règles pour faire fonctionner ensemble le corps et l'esprit. Règle 1. Partir du corps, faire le calme. Notre existence est aussi bruyante qu'une cour de récréation. Le corps et l'esprit bougent chacun de leur côté, se chamaillent et s'opposent comme des gamins. Aucune leçon ne peut être entendue dans une classe qui chahute. Retour au calme. Pour nous apaiser, nous avons un outil formidable, la respiration. Respirer pour s'apaiser. La respiration est le signe de la vie. Les plantes, les animaux et les humains respirent. Nous sommes tous concernés. Que l'on soit branche de thym ou président de la République, nous respirons. Cette fonction vitale primordiale est automatique. C'est un réflexe propre à tous les organismes vivants. Les humains, cependant, ont une particularité unique. Ils ont à leur disposition deux modes respiratoires. Le mode réflexe de la respiration. Nous respirons la plupart du temps sans y penser. Nous n'avons pas besoin de commander à nos muscles de gonfler ou de dégonfler nos poumons.
Les modulations de notre rythme respiratoire sont automatiques. Quand nous courons, par exemple, nous accélérons le rythme et quand nous sommes au repos, nous le ralentissons naturellement. On peut laisser faire le corps et il nous fera respirer jusqu'à notre dernier souffle. Dans notre organisme, beaucoup de fonctions sont automatiques. Peu d'organes sont sous notre contrôle. Il pourrait être pratique de régler directement les battements de notre cœur, notre débit sanguin, le travail de notre estomac. Certains d'entre nous aimeraient ralentir leur fonctionnement cérébral ou l'augmenter. Cela pourrait nous aider beaucoup si nous arrivions à demander à tel organe de travailler moins, à tel autre un peu plus. Mais notre corps ne fonctionne pas comme cela. Nous n'avons pas la main sur tout. Le mode attentionnel de la respiration. Si nous n'avons pas la main sur tout notre organisme, nous avons une chance que n'ont pas les créatures à fourrure, à plumes ou à feuilles qui nous entourent. Nous avons la jouissance d'une commande directe sur notre respiration. Nous pouvons, si nous en avons envie, ralentir ou amplifier notre rythme respiratoire. Nous pouvons prendre de petites bouffées d'air ou des grandes et même bloquer quelques minutes le mécanisme. Cette formidable faculté est à notre disposition. Nous avons la possibilité de respirer en mode attentionnel. Grâce à ce pouvoir, nous allons mettre en place une chaîne d'actions bienfaisantes. La respiration va agir sur le cœur, qui va lui-même intervenir sur des fonctions qui ne sont pas à notre main. Maintenant que nous avons compris que faire le calme en nous a des conséquences très favorables sur notre santé, nous sommes prêts pour écouter des paroles pleines d'enseignements. Règle 2. Partir de l'esprit, s'appuyer sur le langage. En tant que bipèdes, à grosse masse crânienne, nous avons un immense privilège que n'ont ni nos frères lions, ni nos cousines tortues, pour ne nommer qu'eux. Quand ils souffrent, ils ne peuvent s'exprimer qu'avec des gestes et des cris. Et chez la tortue, c'est même assez limité. Nous avons le langage avec ses constructions subtiles et ses innombrables sonorités. Nos grands ancêtres ont mis quelques millénaires pour se mettre debout et construire des édifices langagiers. Rendons leur grâce en nous servant à bon escient de ce précieux instrument. Le langage est un outil spécifiquement humain. C'est un assemblage de mots et de sons. Grâce au langage, nous pouvons envoyer des messages aux autres pour nous faire comprendre, mais aussi à notre corps et à notre esprit pour les faire fonctionner ensemble. Les mots. Les mots sont des signes conventionnels. Ils nous permettent de communiquer plus facilement que si nous n'avions que des gestes à notre disposition. En juxtaposant des mots, nous produisons des phrases. Ces phrases nous servent à décrire ce qui nous entoure et ce que nous ressentons. Pour communiquer la joie, par exemple, nous avons à notre disposition plusieurs possibilités. Le mot bonheur, l'adverbe bien, l'adjectif magnifique, le verbe aimer, etc. Le choix d'un mot est important. Il précise ce que l'on veut transmettre. C'est le travail de notre esprit. Si les mots se fabriquent dans l'esprit, ils sont transmis par des sons produits par le corps. Les mots sont véhiculés, quand ils sont parlés ou chantés, par le canal d'une fonction organique, la voix. Elle les pose en quelque sorte sur un tapis qui vibre et qui les transporte, les sons. Les mots émis sont donc le produit d'un assemblage corps-esprit. Les sons. Le langage parlé ou chanté est un phénomène vibratoire.
Ce phénomène mécanique produit un effet sur le corps du récepteur comme sur celui de l'émetteur. L'effet physiologique de la musique n'est plus à démontrer. Le corps est clairement influencé par les sons. Le sens. Dans le langage, le son se double d'un sens. Les mots porteurs de sens produisent un effet sur l'esprit. La double action. On assiste à deux effets simultanés. Un effet sur le corps par l'intermédiaire du son et un effet sur l'esprit par l'intermédiaire du sens. On ne sait pas toujours ce qui a le plus d'impact entre les mots ou les sons. On croit souvent que le sens a plus d'importance que le son. C'est souvent l'inverse qui se produit, surtout quand son et sens s'interpénètrent. Prenons un exemple. Le mot doudou désigne l'objet chéri des tout-petits. Le son ou est rond et apaisant. L'entendre deux fois renforce le signe émis. Le mot doux, doux nous renseigne parfaitement sur la fonction de l'objet en question et sur l'émotion du petit face à quelque chose qui lui rappelle sa maman. On peut aller plus loin. Les sons nous permettent de dire ou d'entendre des choses à l'issue du sens premier donné par l'émetteur. C'est ce que l'on appelle la langue des oiseaux. Parler oiseau, c'est utiliser des mots qui ont des sonorités proches ou identiques à d'autres mots pour que chacun prenne le sens qui lui plaît. Quelques exemples. Je dis « je suis sensible ». Vous pouvez entendre « je suis sensible ». Élémentaire, élémentaire. L'essentiel, l'essentiel. Jeu de lettres, jeu de lettres. Le verre, le verre. Le nez, la mer, etc. Les mots et les sons s'entortillent. Le sens et l'émotion s'entremêlent et se confondent. Notre fonction logique est emportée par la sensation auditive. Cela produit des effets inattendus. Grâce à ce brouillage, le sens caché a une chance de passer incognito et d'arriver à bon port. Les mots sont porteurs de pouvoir, nous le savons tous. Nous avons tous expérimenté qu'ils peuvent soulager. Nous avons tous en mémoire les paroles réconfortantes, les encouragements qui nous ont aidés à avancer et à guérir. À l'inverse, hélas, nous nous souvenons aussi des mots qui nous ont fait souffrir. Les mots sont l'effet de l'esprit. En langue des oiseaux, vous pouvez entendre les mots sont les filles de l'esprit. Ils agissent sur les mots du corps. Nous allons utiliser cette synergie sens-son, cet ensemble esprit-corps pour aller mieux. Nous allons jouer à la langue des oiseaux pour soigner nos mots avec des mots. Résumons-nous. Avec la respiration, nous savons mettre notre corps et notre esprit dans un état de quiétude et de réceptivité. Avec le langage, nous savons formuler des intentions qui vont fonctionner comme des formules magiques auprès de notre esprit. Nous sommes déterminés et nous nous faisons confiance pour laisser faire. Point A, c'est à notre portée. Nous utilisons nos propres ressources. Cela ne coûte rien. L'air et les mots sont gratuits. Point suivant, cela renforce notre autonomie et notre pouvoir. C'est à partir de nos propres forces que l'on va aller mieux. Nous devenons responsables de notre bien-être. Au travail, nous allons exprimer ce qui ne va pas. Exprimer le mal à dire
pour aider la maladire. Faisons la carte de nos ennuis. Brassons les mots pour embrasser les mots qui nous embrassent. Premier exercice. Faisons la carte de notre mal à être. De notre mal à être. Où sont nos petits et grands soucis? Dans cet exercice, il s'agit de faire une liste de ce qui pèse et nous fait souffrir. C'est assez facile pour les souffrances physiques. C'est un peu plus subtil pour les souffrances morales. Exemple, j'ai peur de parler en public. Quelles sont les manifestations corporelles de cette peur? J'ai le trac, les jambes un peu molles et la gorge sèche. C'est un ennui supportable si mon métier m'expose peu au public. Si par contre, je suis formateur ou formatrice, vendeur ou vendeuse, et que, avant de prendre la parole, mon ventre se vide, je tremble et je transpire, c'est un gros souci qu'il faut que je prenne en charge. Autre exemple. J'ai quelques kilos en trop. Qu'est-ce qui me gêne physiquement? Quelles sont les manifestations de ma souffrance morale? Comment se manifeste-t-elle? Si je fais une carte, cela peut donner cela. Peur de parler en public, sur une croix, au-dessus, sensation corporelle, en dessous, émotion, jugement sur soi, à gauche, gêne importante, à droite, gêne moyenne. Entre sensation corporelle et gêne moyenne, main qui tremble, rougissement des joues. Entre gêne moyenne et émotion, jugement sur soi, doute. Entre émotion, jugement sur soi, gêne importante, perte de confiance en soi, sentiment d'être imposteur. Entre gêne importante et sensation corporelle, insomnie, diarrhée.